Le Finistère, un territoire breton qui se compose de 2 pays aux identités fortes. Au nord, le Léon, avec la légendaire région des Abers. Au sud, la Cornouaille, qui s'étend jusqu'à la pointe du Raz. Parmi les joyaux de la Cornouaille, la ville close de Concarneau. Une véritable forteresse des mers construite sur un îlot. Au XIVe siècle, ces remparts sont érigés pour protéger la ville des invasions anglaises. Des fortifications renforcées par Vauban sous le règne de Louis XIV. Au XIXe siècle, alors que son activité portuaire est en plein essor, la ville sort peu à peu de sa ceinture médiévale. Symbole de cette ouverture, la construction d'un beffroi. Tourné vers la ville nouvelle, il donne l'heure aux employés des conserveries de poissons installées dans les faubourgs. C'est aujourd'hui l'emblème de Concarneau. Nous sommes au mois de juin et l'été se fait attendre. Ce matin, pourtant, sur le port, c'est le jour J pour les membres de l'école de voile des Glénans. Après l'hiver, les équipes s'apprêtent à réaménager les îles pour l'arrivée imminente des stagiaires. Ils sont emmenés par Alexandra. À 34 ans, elle est responsable de la logistique. Tu conduis? Et c'est parti, enfin! Ah mais attends mec, tu veux faire une formation, c'est comme un stage. Pendant plusieurs saisons, elle a été bénévole, comme ceux qui sont venus l'aider aujourd'hui. C'est le principe aux Glénans. Chaque année, ils sont plus de 1000 à s'engager pour faire fonctionner l'école. Le moniteur qui est sur le bateau, là, c'est un bénévole. T'as plein de jeunes qui bossent au chantier pour nous aider à remettre les bateaux en état. On les forme en échange, en fait. Et à la fin, ils sont moniteurs. Il leur faudra 1 heure de bateau pour rejoindre l'archipel des Glénans. Un petit paradis pour les amoureux de la voile, à moins de 20 km au sud de Concarneau. Un chapelet d'îles, pour la plupart inhabitées, avec des plages de sable blanc bordées d'eau cristalline. L'école s'installe traditionnellement au Fort Cigogne, un fort construit au XVIIIe siècle pour protéger l'archipel des corsaires anglais. Aujourd'hui, le danger est éloigné, mais la quête d'aventure est toujours au rendez-vous. Ce matin, les paysages des Glénans évoquent plutôt ceux de l'Irlande. Une atmosphère mystérieuse qui ne décourage pas les bénévoles habitués au confort sommaire des lieux. C'est compliqué à habiter, on va dire. On a beaucoup de travaux à faire comme ça quand on revient à la fin de l'hiver. Là, il y a déjà du monde qui est passé. On a déjà un petit peu débroussaillé. Mais bon, on a encore beaucoup de travail à faire. Cela fait 8 mois que le fort sommeillait. En fait, il y a un secret pour ouvrir cette porte. Et comme chaque année, pour Alexandra, c'est le même plaisir. Ça fait quoi de revenir après l'hiver ici? Ah, il y a un mélange de plaisir et d'angoisse parce qu'on a toujours un petit peu d'appréhension à retrouver le site dans un état pas gérable avant la saison. Mais en même temps, on a le plaisir de revenir aux îles, quoi. Et avant de se mettre au travail, un petit repérage s'impose pour faire un état des lieux.
Bon, un petit peu de travail de débroussaillage. Et là, en fait, il y a tous les goélands qui ont envahi le carré d'herbe là et qui ont fait leur nid dedans. Alors, ils sont un petit peu agressifs quand ils couvrent leurs œufs, mais quand les œufs ont éclos et que les poussins sont là, ils sont franchement désagréables. C'est les vrais habitants de l'île et ils le font bien savoir. On est en pleine nature, c'est un paysage magnifique qui change tous les jours et tous les jours c'est magnifique quel que soit le temps, quel que soit, enfin, c'est magnifique de manière différente mais c'est magnifique et on n'a pas la même motivation à travailler, à se lever pour travailler que, je sais pas, quelqu'un qui travaille en ville. Et de la motivation, Alexandra et son équipe en ont bien besoin pour tout installer. Ça le fait? C'est vrai? C'est plus simple à la maison. Ici, tout fonctionne principalement au gaz. Et l'on se lave à l'eau de mer. Alors chaque année, Alexandra doit réinstaller les pompes. La grosse prise, c'est une prise qui se dévisse, c'est pas une prise thermosoudée. Et pendant que les filles bricolent, les garçons, eux, font le ménage. Pierre vient de Reims. C'est un ancien stagiaire et cette année, il met la main à la pâte. C'est mieux, hein? Ce qui fait plaisir de se dire, c'est qu'en fait, les gens vont apprécier notre travail et vont se dire « Tiens, quelqu'un est passé avant, à tout nettoyer, tout cleaner, tout préparer. » Et ouais, c'est une petite fierté, ouais. C'est sympa. C'est pour le bien de notre association. Dans moins d'une semaine, une centaine de stagiaires investira le Fort Cigogne. Le lendemain, Alexandra est accompagnée de Philippe Gentil. Il est responsable de l'entretien des phares et balises pour le sud du Finistère. Votre cale, elle est là-bas. Ensemble, ils vont à Pinfret, une île à 15 minutes de Fort Cigogne. Première étape, trouver un coin pour accoster. Mais on devrait quand même être tranquille là dans le trou. Ouais, dans le trou, on va être tranquille. Ouais. Alexandra s'apprête à visiter un des monuments emblématiques de l'archipel. C'est ici qu'a été construit le premier phare des Glénans en 1838. À cette époque, les îles abritent plus de 70 habitants, principalement des fermiers qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Le phare de Pinfret a alors pour mission de guider les nombreux navigateurs et les pêcheurs dans le dédale des îles. C'est la première fois qu'Alexandra accède à ces lieux dont Philippe a les clés. Je passe devant. On a 24 mètres à monter. Voilà le chemin de ronde. C'est le point culminant des Glénans. L'occasion pour Alexandra de découvrir son archipel autrement. Avec une vue imprenable sur Fort Cigogne. C'est très intéressant de voir l'archipel d'un autre point de vue. D'en haut déjà, et du point de vue aussi d'une autre catégorie de gens qui ont pu y vivre, et de la manière dont eux aussi ont pu travailler et vivre les choses intensément. Ici, 3 gardiens se relayaient quotidiennement jusqu'à l'automatisation du phare en 1993. Alors en hiver, ils vivaient dans une maison, ce qui permettait d'avoir une cuisine commune. Et puis après, ils se répartissaient les chambres. Et en été, ils pouvaient emmener leur famille. Donc là, à ce moment-là, chacun récupérait sa maison. 3 maisons parce que 3 gardiens. Depuis une vingtaine d'années, plus personne ne vit sur cette île. Mais le phare reste une nécessité. Ah oui, Voilà. ah, c'est encore plus petit qu'une C'est ampoule tout domestique petit. en fait.
Voilà. Et donc là, en fonctionnement, il y a un éclat toutes les 5 secondes. Une toute petite ampoule qui permet d'éclairer à 36 km à la ronde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le phare fonctionnait encore au gaz. Et c'est précisément à cette époque-là que naît la légende des Glénans. En 1946, un couple de résistants tombe amoureux de ce petit paradis. Ils décident de s'y installer pour offrir des vacances à bas prix aux jeunes venant du maquis ou de retour de déportation. L'objectif est de leur permettre de reconstruire leur vie et d'oublier la guerre. Il y a alors une vingtaine d'habitants sur les îles. On décide d'y organiser des activités nautiques. Et au fil des années, la passion de la voile ne s'est jamais démentie. Comme sur l'île de Drennec, où aujourd'hui les stagiaires viennent d'arriver. Pas chaud aujourd'hui. C'est un peu humide, non? Non, de toute façon, on va être mouillé après sur l'eau. Donc. L'eau, je pense qu'elle doit être dans les 15 degrés, là, peut-être. Tout se passe dans la tête. Voilà. Allez, on y va. Chaque année, ils sont 4000 stagiaires à s'initier au plaisir de la voile dans l'archipel. L'enseignement est assuré le plus souvent par des moniteurs bénévoles. Un esprit de partage qui a séduit Olivier. Le reste de l'année, il travaille dans la production de spectacles. Aujourd'hui, il est assigné à la sécurité. Et ils ont rematé. Alors, c'est un job agréable. Ouais, c'est bien. On a un bureau qui est quand même assez bien placé. On n'a pas de contact avec le continent. On est dehors dans la nature. La vraie vie. On est serein. Qui est? Sur l'île, comme sur un bateau, tout le monde doit participer aux différentes corvées. Et l'heure du ravitaillement se transforme en chaîne humaine. En cuisine, on s'active aussi sous la houlette d'Alain, ingénieur informatique, devenu maître de maison le temps des vacances. Donc j'ai fait 4 ou 5 stages de voile et là je me suis dit, allez, cette année je vais travailler sur l'autre côté, quoi. Alors il y a quelque chose de très spécial ici, sur l'île, c'est Roger. Roger, c'est un goéland qui adore le beurre. Non mais c'est pas une blague. Fidèle au poste, C'est parti. Roger veille. Et dès qu'Alain arrive, Et j'ai sauvé le beurre en mettant le bol dessus au dernier moment. C'est ton nom, Non, c'est des animaux gentils, ça. pour Roger et ses compères, les îles des Glénans sont un véritable sanctuaire. Ils sont près de 15 000 goélands à vivre sur l'archipel. Contrairement aux apparences, l'espèce est malgré tout en déclin. La fermeture des décharges à ciel ouvert, la faible quantité de déchets de pêche leur rendent les conditions de vie difficiles. Alors l'école de voile a trouvé un moyen de participer à sa manière au maintien de l'espèce. Chaque jour, Olivier embarque les restes des repas. Et il s'offre alors un spectacle saisissant. C'est la récréation de la journée, aller faire les poubelles même.
en a qui peuvent avoir un peu peur des fois. Parce que quand on le fait pour la première fois, ça impressionne. Ça fait un peu Hitchcockien. Le lendemain, ça y est, l'anticyclone s'est installé. Changement de décor, l'été est au rendez-vous. Et soudain, c'est un tout autre archipel, au dégradé de turquoise, qui s'offre à nous. On appelle cet endroit les Seychelles bretons. On a une plage qui est plutôt magnifique avec un plan d'eau qui est justement plat où on a quand même du vent. Donc c'est clair que pour travailler ici, c'est quand même paradisiaque, quoi. C'est sûr que des plans d'eau comme ça, on n'en a pas beaucoup. Bon, on y va les gars! La marée, les courants, les nombreux rochers et les différentes îles font de l'archipel un terrain d'apprentissage idéal. Un petit Eldorado qui, malgré son succès, a su préserver toute son authenticité. Au nord du Finistère, le Léon. Des terres marquées par les guerres de religion. En témoigne le château de Kergroadez, construit par un proche d'Henri IV à la fin du XVIe siècle. Alors que le roi de France tend la main aux protestants, dans le pays du Léon, tous les catholiques se liguent contre lui. Le marquis de Kergroadez, seigneur de ce château, fait alors figure d'exception. Depuis une dizaine d'années, une famille a entrepris des travaux titanesques pour sauver de la ruine ce monument historique. Un château de 40 pièces, l'un des plus imposants de Bretagne. Il ne restait du parapet de défense que les extrémités, à gauche et à droite. Pour Franck Jacquelin, le propriétaire, le plus important, c'est que le château retrouve sa physionomie d'origine. Construit pendant les conflits entre catholiques et protestants, l'édifice s'apparente à une forteresse. À la Révolution française, la bâtisse est littéralement pillée. Elle reste à ciel ouvert jusqu'au début du XXe siècle. On ne parle plus du château, mais des ruines de Kergroadez. En 1914, une famille les rachète pour les transformer en ferme d'élevage. Quand Franck devient propriétaire, le château est malgré tout au bord de la ruine. À l'époque, l'urgence, c'est le toit qui prend l'eau. On va aller voir là-haut. Aujourd'hui, les artisans qui ont mené à bien ce sauvetage sont de retour. Ils souhaitent montrer leur travail à leurs apprentis. Un chantier d'envergure dont Alain Froger, charpentier d'art depuis 30 ans, se souvient précisément. Notre travail n'a pas bougé, hein, Hervé. Non, c'est formidable, c'est bien. Après les travaux, Franck a pu ouvrir le château au public et commencer à restaurer les appartements privés. L'occasion pour les charpentiers de les découvrir terminée. Ça fait vraiment plaisir de revoir. On se dirait à l'époque, quoi.
Dans cette pièce, logeait l'un des personnages clés de la vie du château. C'était la chambre du régisseur du domaine. Il n'était pas de la famille, mais comme c'était un personnage important, il avait sa chambre dans le château. Et d'ailleurs, probablement qu'il dormait dans un lit clos. Là, ça, c'est un lit clos 17e. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lit clos de taille adulte, en termes de longueur. Pas en profondeur, parce qu'il était 2 fois plus profond. À une époque, il a été coupé pour faire une armoire. Mais de taille adulte, c'est-à-dire qu'en fait, principalement, il dormait assis ou en chien de fusil. Parce que la position allongée, c'était la position de la mort. Et on ne voulait pas être pris par la mort dans son sommeil. Et il y avait une petite ficelle pour pouvoir, en fait, agiter le berceau. C'est charmant, ça. Alors, on va y jeter un coup d'œil à la tour, quand même. La tour de garde, le véritable chef-d'œuvre de nos charpentiers, une prouesse rare. Ils ont utilisé une technique de la Renaissance, inventée par l'architecte d'Henri II, Philibert Delorme. À une époque où les bois longs sont réservés à la marine, Delorme imagine un système qui permet d'assembler des pièces de petite taille. Avant d'être posées, elles sont cintrées pendant plusieurs années sous l'eau pour avoir la forme idéale. Un procédé judicieux et complexe où les planches de bois, appelées les âmes, doivent s'emboîter parfaitement, sans clous ni vis. Vous avez deux âmes qui sont de la même distance. L'âme du milieu, elle est plus courte, ce qui permet de recevoir l'autre, et ainsi de suite. C'est comme un puzzle. Ça se monte, et vous avez pour tenir tout ça, ici la clavette, et ici une clé. Et c'est super intéressant, c'est un travail... Ouais, voilà, on prend un pied énorme, on va dire. Ce genre de travail, on ne l'oublie pas. Hein. Et les plus jeunes, vous avez déjà vu ce genre de chantier? Non, jamais. Même en termes d'apprentissage, on n'en parle pratiquement pas parce que ça demande une logistique et un savoir peu répandu au final. Ah non, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. J'ai pas encore les talents pour, mais j'aimerais bien travailler sur ce genre de chantier à terme. Si Franck met tant de passion à restaurer son château, c'est bien sûr pour l'aider à revivre, mais aussi pour en faire une vitrine de l'histoire de la Bretagne. En ce mois de juillet, Kergroadez va devenir le théâtre de l'un des plus importants sons et lumières de la région. Un spectacle qui réunit plus de 150 bénévoles. Hop. Monique est une passionnée d'histoire et cette année, elle est devenue costumière. Des chaussures avec des bouts. Conducteur, si t'es par là, tu viens chercher ton costume. Attrape. J'étais institutrice et je me suis retrouvée couturière par la force des choses. Et oui, mais en fait, c'est de façon complètement informelle. Au fur et à mesure que l'on trouvait des acteurs, ils étaient d'accord pour jouer, mais ils n'avaient pas de costume. Si bien que si on voulait que ça ait l'air de quelque chose, il fallait faire. Et Monique ne laisse rien au hasard. Tiens, attrape ça, tiens. Pour coller au plus près de la réalité historique. C'est notre passion, hein. Mon mari et moi, on adore l'histoire. Donc on est allé aux archives, on est allé dans les musées, on est allé aux archives de la marine, à Paris, on est allé voir toutes les expositions. Je me suis prise au jeu et c'est formidable. De toute façon, c'est inépuisable et on n'a pas besoin de romans. Voilà. Un bagnard brestois, c'est ça. Son pantalon et la veste. Ça m'a bien arrangé parce que plus c'était mal cousu et mieux c'est. Parce qu'il ne faut pas voir les coutures. Avec un bonnet vert pour les courtes peines, un bonnet rouge pour les peines un petit peu plus... Enfin, les peines qui sont à partir autour de 15 ans, et le bonnet marron pour les peines à perpétuité. Mais ceux-là, on ne les voit pas parce que ces bagnards-là ne sortent pas. Alors que les bagnards, les autres bagnards, ils travaillent dans le port et ils travaillent chez les particuliers. Pour ce spectacle, tous ces acteurs amateurs sont réunis pour raconter un chapitre important de l'histoire du Léon.
les préparatifs de l'expédition de la Pérouse, un des plus célèbres explorateurs du XVIIIe siècle. Au pied du château, un lavoir médiéval accueillera ce soir une scénette en breton. C'est l'heure des dernières répétitions. Allez, là-bas, il y a monsieur la Pérouse. Moi, c'est ma première langue que j'ai appris avec mes parents et mes grands-parents à la ferme. Ça revient naturellement alors qu'on parlait le français couramment. Après cette partie à l'école, on parlait le français comme tout le monde. Mais c'est une langue qu'on n'oublie pas. Originaires des 4 coins de la région, tous ces bénévoles viennent d'horizons bien différents. Parmi eux, Laurent joue un rôle important. Je vais jouer le marquis de Roquelaure au tableau 1. Donc le château m'appartient, n'est-ce pas? Et dans la vraie vie, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Donc rien à voir. Maxime, lui, travaille dans des serres de tomates. Maryse est dans le civil, assistante sociale. Fédérés autour de Franck, ils sont tous unis par une passion commune. Pour la passion du patrimoine, des pierres, et puis cet esprit de solidarité, d'amitié entre nous. Pendant que les bagnards brestois sont à pied d'œuvre, à l'intérieur, Michel, un des guides du château, installe 800 bougies pour replonger les visiteurs dans l'atmosphère de l'époque. Au XVIIe siècle, il y avait un officier qui s'occupait de ça. C'était très lucratif, il était responsable des bougies et il récupérait les bougies mortes le lendemain. D'où la fortune de certains grands officiers à Versailles. À partir du moment où on allume une bougie, le château revit, c'est vrai. Je vois que les bougies ne sont pas allumées sur la grande table, mais je pense qu'il y a une équipe qui va passer. Et le feu, il est bien. Oui. Alors le regard, en fait, c'est ce qu'on appelle les caméras cachées de Kergrodès. Et donc, on contrôlait, on voyait qui était dans la salle de justice en bas, puisqu'on a une vue générale sur la salle à partir de là. Entrer dans un château ou dans un jardin, c'est entrer dans un rêve. Donc c'est vrai que c'est pas fuir la réalité, mais c'est le rêve. Et puis, on est là pour se faire plaisir aussi. Alors que le soleil décline doucement, des centaines de spectateurs sont déjà au rendez-vous. Ce soir, le château de Kergrodès renoue avec la grande tradition théâtrale du Léon. Pendant des siècles, c'était le seul divertissement autorisé par l'Église. Et aujourd'hui, les Léonards éprouvent une grande fierté à transmettre l'histoire de leur pays. Te voilà, embarqué. Pour cette troupe amateur, les applaudissements du public sont bien sûr la meilleure des récompenses. On a du mal à réaliser que voilà, le spectacle s'est déjà déroulé. Non, c'est bien. Content, heureux, hein? Non? J'ai eu un peu les pieds trempés. T'as un peu les pieds trempés. Bon, ça s'est bien passé. Hein, je crois que les gens sont contents, les acteurs et puis le public. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour les 400 ans du château. Au sud de la Pointe-Bretagne, la Cornouaille, une toute autre atmosphère. Nous voici dans le pays bigoudin. Au fil de la rivière, la capitale historique, Pont-l'Abbé. Ville célèbre pour ses costumes flamboyants, c'est le haut lieu de la broderie bretonne. Fidèle à cet héritage, un créateur de mode s'apprête à présenter sa collection. Vous en êtes là. Il s'appelle Pascal Jaouen. Il est brodeur et son nom est indissociable de la culture bretonne actuelle.
vais te le remonter un tout petit peu. Pascal perpétue les traditions du costume breton pour en faire des créations d'aujourd'hui. Ce manteau, par exemple, est fait dans les mêmes draps de laine que les vestes des marins de Plougastel. Les gens aiment quand vous souriez. Ne faites pas comme les mannequins parisiens. Donnez votre cœur et ce que vous portez. Mais souriez. Allez, on se donne la main. On est tous une famille parce qu'on est tous pratiquement issus du même milieu, de la culture bretonne. Tous les mannequins qui sont là, hommes et femmes, on fait tous partie de la danse ou de la musique, donc de notre culture. Et aujourd'hui, au lieu de mettre un costume traditionnel, on met un costume contemporain inspiré de notre culture. Chacune de ces créations évoque une facette de la Bretagne. Sur ce fourreau en soie verte, des plumes de paon, symbole de la fierté bigoudaine. Cette robe grise est inspirée des flèches de la cathédrale de Quimper. Ces taffetas sont un hommage aux toiles bleues du pays glasique. Quant à la robe de mariée, elle est rouge, comme celle que l'on portait à Pont-l'Abbé. Plus qu'un simple créateur de mode, Pascal est devenu au fil du temps l'ambassadeur du savoir-faire breton. Nous le retrouvons quelques jours plus tard à Brest. Ici se trouve son atelier de confection, où il s'apprête à démarrer sa nouvelle collection. Bon, voilà notre robe. C'est la robe Gwenadu. C'est la robe Hermine. Alors, l'hermine était l'emblème des ducs de Bretagne, voilà, qu'on retrouve aujourd'hui dans le drapeau Gwenadu, dans un rectangle à gauche du drapeau. On a fait le choix du tissu. Toute la base est noire, tout ceci va être blanc, parce que tout ça va être brodé, en fait. Voilà. C'est par cette ébauche en toile que Pascal peut commencer à imaginer son travail de broderie. J'aimerais bien qu'on voit plus sa peau. Ça vous fait quoi d'incarner la Bretagne? Ah, ça me fait très plaisir. Puis de porter la robe d'un créateur tel que Pascal Verlaine, je peux rien demander de mieux. Voilà, je crois que c'est le plus grand hommage que j'aurais pu... c'est un hommage à la Bretagne, en fait, à ce qu'elle me donne, à ce que je suis. Il me serait très difficile d'aller vivre ailleurs qu'en Bretagne. En fait. Ça marche? Ouais, non, c'est bien. Le patron terminé, Pascal peut s'adonner à ce qu'il préfère, retrouver les gestes traditionnels des brodeurs bretons. Il faut un petit temps d'adaptation, une coordination entre vos mains, celle qui est dessus et celle qui est dessous. Mais une fois qu'on l'a acquis, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et moi, ce que j'aime bien quand je travaille cette technique, c'est d'entendre le bruit. C'est à la fois apaisant et agréable. Brodeur depuis 20 ans, la réputation de Pascal a dépassé les frontières de la Bretagne. Un pays où, au fil des siècles, la broderie a toujours été une affaire d'hommes. Nous avions dans le costume des draps très épais, très lourds. Voilà, la charge était aux hommes de broder le costume, donc plastron et manchou et gilet, tout ce qui était vêtements, qui était dur. Donc c'est pour cette raison qu'il était brodeur, maître brodeur. Il faudra une centaine d'heures à Pascal pour broder entièrement le bustier de la robe Gwenadu. Aujourd'hui, c'est la fin de la première étape. Ma petite hermine est terminée. La première hermine brodée. En
En Cornouailles, chaque paroisse avait son propre costume et ses traditions. Autant de communautés que Pascal Jaouen connaît parfaitement. Toute l'année, il sillonne la Pointe-Bretagne pour dispenser des cours de broderie et transmettre cette histoire. Ici, on est dans le pays de l'Avesne. Donc, je suis né, moi, dans le pays de l'Avesne. Et on va en direction de Quimper, où là, on n'est plus dans le même pays. On rentrera dans le pays glasique. Donc, le pays glasique, c'est... Pourquoi glasique? Eh bien, parce que les costumes des hommes étaient brodés sur des draps bleus. Et glaze veut dire bleu en breton. Au cœur de ce pays glasique, Quimper, capitale de la Cornouaille. Pendant des siècles, ces rues accueillaient les marchés les plus importants de toute la région. Véritable carrefour des costumes, on y croisait des marchands ambulants venus du Cap Sizun, du pays de l'Avesne ou encore du pays bigoudin. Alors c'est en hommage à toute la variété de cette mode vestimentaire que Pascal a naturellement décidé, il y a 15 ans, de fonder ici sa première école de broderie. Aujourd'hui, à travers la Cornouaille, ce sont 900 personnes qui le forment chaque année. Très, très bien. Parmi lesquelles, Carlotta, 25 ans. J'ai dessiné les motifs Ouais. crayon blanc. Et puis... Des motifs cachemire. Hein. C'est très, très, très sympa. Donc, et là, tu apportes des perles au niveau des épaulettes. Ouais, là, tu vas broder aussi ou pas? Oui, tout ce qui est bleu. Toutes mes félicitations. Je peignais sur vêtements et je voulais enrichir vraiment mon travail avec de la broderie pour agrémenter, que ça fasse vraiment quelque chose de techniquement, que ce soit beau. Je me suis inscrite vraiment spécialement pour lui. Je suis venue habiter en Bretagne aussi, voilà, pour faire de la broderie et faire des cours avec Pascal. Voilà. De voir aujourd'hui qu'une nouvelle génération s'intéresse à ce métier, ben moi, ça me... Voilà, j'ai un avenir beaucoup plus serein pour la broderie. La broderie, ça fait, pour les gens, ça fait ancien. Alors que la broderie, on peut faire des choses très couture. Parmi la jeune génération, il y a aussi Boris, 21 ans. Il se prépare à devenir brodeur professionnel. Ma grand-mère brodait les costumes bretons et qu'elle était couturière. Et ben, elle m'a un peu poussé aussi dans cette direction. Et du coup, j'ai fait mon premier stage ici quand j'avais 14 ans. Du coup, après, je suis partie au lycée pour aller faire de la confection. Je suis partie à Paris faire une prépa en art appliqué. J'ai un diplôme des métiers d'art en broderie. Du coup, là, je suis en stage. Avec Carlotta et Boris, la relève semble assurée. Pour Pascal, brodeur autodidacte, c'est une grande victoire. Son prochain défi est maintenant de faire connaître ses créations bien au-delà des frontières de la Bretagne. Et cela passe par un arrêt aux confins du Léon, sur l'île de Ouessant. C'est dans ces paysages sauvages que Pascal a souhaité réaliser les photos qui annonceront la nouvelle collection. La robe Gwenadu est terminée. En dirigeant juste un peu ton regard plutôt par là. Ouais, très bien. Il a confié la mise en image à Yannick de Rennes, photographe breton. Yannick, c'est un vrai paysage de Bretagne, ça, hein? Ah là oui, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Ouais. Avec les rochers, la lande, puis là on est vraiment au bout de la Bretagne. Donc là c'est difficile d'aller plus loin. C'est pas un lieu évident en fait à mettre en scène, à mettre en lumière en plus, surtout aujourd'hui. Ici le paysage est vraiment particulier. Donc on peut arriver à construire une histoire, enfin je l'espère en tout cas. Voilà.
C'est la robe qui va clôturer le défilé. C'est la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est ma Bretagne, oui. Et par amour pour la Bretagne, lors de son défilé, Pascal a décidé de remplacer la sacro-sainte robe de mariée du final par la robe Gwenadu. Véritable joyau au cœur de la mer d'Iroise, Ouessant a toujours fait rêver ses visiteurs. Une terre sauvage où les hommes se mesurent à la force des éléments. Une île où en mer comme sur terre, le vent a longtemps été indispensable à la survie des habitants. Benoît Loriou vient régulièrement sur l'île pour renouer avec une tradition locale. Depuis 5 ans, il reconstruit les anciens moulins de Ouessant. Et ce matin, c'est à vélo qu'il rejoint son nouveau chantier. C'est le moyen de locomotion sur l'île, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc on fait tout à vélo. C'est plus sympa pour découvrir toutes ces petites maisons. Et il en profite aussi pour admirer les plus belles vues de l'île. C'est un très beau petit coin puisqu'on arrive sur l'île Keller avec ce manoir tout en face, avec le petit port ici. C'est vraiment magnifique, quoi. Un manoir qui le fait rêver depuis bien longtemps. J'aimerais bien avoir un beau manoir comme ça avec un petit moulin à côté, là, ce serait, ce serait l'idéal. J'ai rencontré ces personnes qui habitent sur l'île Keller et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'électricité. Alors je leur ai proposé un petit moulin avec une production électrique. Voilà, comme ça, ce serait... ça pourrait leur servir. Déjà, on a besoin de logistique pour venir sur Ouessant, mais alors là, pour aller en plus sur la petite île de Keller, il faut l'hélicoptère. Isolés du continent, les paysages de Ouessant ont été préservés. Et la lande reste le paradis des moutons. C'est dans ce cadre sauvage que Benoît Loriou entame son chantier avec les bénévoles de l'association qu'il a fondée il y a 5 ans. Alors, attends, tu nous passeras l'autre barre. Sur cette petite tourelle en pierre, ils vont reconstruire en 3 jours un moulin identique à ceux que l'on trouvait sur l'île il y a 50 ans. C'est un moulin, ouais, ça ne ressemble pas beaucoup pour le moment. Ce sont les plus petits moulins d'Europe. Voilà, c'était des moulins qui servaient à chaque famille. Chaque famille ici avait son moulin, quoi. Il y a un siècle, dans un souci d'autonomie, chaque maison faisait tourner son propre moulin à farine. On en comptait plus d'une centaine, mais après la guerre, peu à peu, ils ont tous disparu. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir qu'on reproduit des gestes qui ont déjà été réalisés. Alors, il y a longtemps, hein. Mais il faut monter les machines, il n'y avait pas de grue à l'époque non plus, donc il faut faire comme ils faisaient. On n'a rien à inventer, juste à reproduire. Et c'est grâce à l'aide des Ouessantins que le moulin va pouvoir prendre forme. La partie la plus délicate, c'est l'arbre, l'axe qui tiendra les ailes, une pièce de 150 kg à porter à bout de bras. Il faut que l'arbre rentre par la porte du moulin, d'accord? Donc tu es devant, toi, d'accord? Ah, mais je peux... On remonte? Ouais. Attention les doigts dessous, hein. Attention. Attends, je vais grimper. Bah, vas-y. Voilà. Attends, pas trop. Voilà. Et voilà. Il est dedans, là-bas? Ouais, très bien. Ah, c'est la pièce la plus dure. On avait bien besoin des Ouessantins, gros. C'est important qu'ils soient là. C'est des hommes forts, voilà. Ils sont petits, hein, t'as vu, mais costauds. C'est bon? Dernière étape, les ailes. Ça y est, ça tourne. Bon, ça commence à ressembler à un moulin, quand même. C'est beau. On ne laisse jamais les ailes du moulin en croix, hein, c'est-à-dire en plus, comme ça. Voilà, ça, c'est un signe de deuil dans la famille du meunier. Voilà. Et puis, donc, on les met toujours en X comme ça. Alors après, il y avait des signes quand on était en patte de chien avancée, comme ça, ce qui est le nom.
Ça voulait dire que tout allait bien. Voilà. Et puis là, quand on était comme ça, le meunier est absent. Voilà. Donc je crois qu'on va laisser comme ça pour ce soir. Et le meunier va être absent. Voilà. Et lorsque notre meunier s'absente, c'est pour mieux profiter de la quiétude de l'île. Et on va s'installer là? Ah ouais. Parmi les plaisirs incontournables de notre amoureux de Ouessant, un pique-nique pour assister au coucher du soleil avec toute l'équipe de travailleurs. Quand on est sur Ouessant, on est un peu en dehors du monde parce qu'il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas tout ce trafic. Il y a beaucoup de vélos, l'ambiance est différente, quoi. C'est reposant et puis il n'y a pas de téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, donc ça c'est chouette. Non, c'est vrai. Ça repose, quoi. C'est calme. Ah ouais, là je me ressource. Ouais. On vit ensemble aussi, on est dans le même gîte, une bonne ambiance, voilà. Mais c'est ça qui est plus qu'intéressant. Je crois que ça fait partie de 50% de l'aventure, quoi. Se dire, voilà, on va passer une semaine ensemble. Bon, il y en a qui feraient des balades, etc. Bah, nous, on s'est dit qu'on va monter un moulin. Ça va nous occuper la semaine. Et des bonnes balades. Oui, c'est des bonnes balades. Demain, Benoît a un rendez-vous important avec les Ouessantins. On va mettre sur le panneau d'affichage. Mais où? Dès 9 h du matin, Benoît et sa famille se rendent à Lampol, au cœur de l'île, pour une séance d'affichage. Et si on le met pas, on va nous reprocher d'avoir fait tourner le moulin sans prévenir. Alors on en met à la fois dans les commerces et puis ici sur le panneau d'affichage d'Ouessant qui est très important, c'est plus que la presse. Hein. Autant le panneau va être lu que la presse, bon, moins. Objectif pour Benoît, convier les Ouessantins à la production de farine qu'il va démarrer cet après-midi. Si on pouvait coller une affiche, c'est ça? Ouais, une affiche hein, pour le moulin qu'on a redémarré. Voilà. Une tradition qui évoque des souvenirs d'enfance pour certains. On sait à quel point ils ont occupé une place importante, hein. Les 3 grands moulins, puis la centaine de petits moulins. Et puis donc, nous, on a acheté une maison il y a 25 ans ici. Et évidemment, dans nos parcelles, on a cherché quelle était la parcelle au moulin, parce que en fait, chaque maison était relativement autonome. Donc, pour un quartier au minimum, il y avait un moulin. Quelques heures plus tard, Benoît est à pied d'œuvre avec son fils pour démarrer le tout premier moulin qu'il a restauré il y a 4 ans. Il ne faut pas avoir le vertige quand on est meunier dans un moulin avant. On est souvent grimpé en l'air. Meunier depuis l'âge de 18 ans, Benoît aime toujours autant être aux commandes. Et c'est pour lui à chaque fois comme un nouveau défi. Voilà, c'est parti. Il faut que ça se mette à souffler parce que les Ouessantins attendent la farine. Donc alors, je leur ai dit que ça dépendait du vent et pas de moi. Justement, le fait de ne pas avoir des vents réguliers et assez forts, on est obligé de desserrer. Donc c'est la farine qui va être plus grossière. On va faire un peu une farine semouleuse. Alors que quand on a un bon vent régulier et fort, là on a une farine très fine, quoi. Rapidement, les visiteurs en quête d'authenticité sont au rendez-vous. Ah, c'est le plus petit moulin d'Europe, ouais. C'est vrai? Il n'y a pas plus petit, hein. Ça n'existe pas en dessous. Ouais. Si à Ouessant, les moulins étaient si petits, c'était pour que les femmes et les enfants puissent les faire tourner pendant que les hommes étaient en mer. Il est beau, il est tout petit, il ressemble pas à ce qu'on connaît. Puis moi, je suis venue plusieurs fois ici et je ne l'avais pas vu en fonctionnement, donc moi, je trouve ça super. Moi, je vous dirais qu'à l'âge de 13 ans, je faisais tourner le moulin, et ben, ça fait quelque chose. De le revoir marcher. De le revoir marcher maintenant. Voilà. Oui, oui. Les gens étaient heureux malgré que ce soit dur. Oui, 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 oui. Eh ben, c'est assez authentique, hein. On va chercher la farine direct au moulin. Directement au moulin, hein, comme ça,
Plus qu'à faire des crêpes. De blé. La farine de blé, bah, ma C'est foi. presque bio. Ah. Au vu du succès rencontré, il est prévu que Benoît et les Ouessantins reconstruisent 3 autres moulins sur l'île. Nous le retrouverons avec son association dans quelques semaines sur le continent, où il participe au renouveau de l'or noir breton, le sarrasin. Retour sur la pointe de la Cornouaille, le cap Sizun, où un autre fleuron du patrimoine breton est précieusement sauvegardé. La vache bretonne pinoire, la plus ancienne race de la région, à qui l'on doit le fameux beurre de Bretagne. Délaissée dans les années 60, en pleine agriculture intensive, elle doit aujourd'hui sa survie à quelques éleveurs. Allez, en route. Venez, venez, venez. Allez, allez les filles. C'est bien. On y va. Penguili. Carole Pérérin fait partie de ces ardents défenseurs du terroir breton. Depuis 1999, elle est à la tête d'une exploitation de 15 laitières. Adaptées aux terres du Finistère, Elle raffole du lierre. ces vaches ont une prédilection pour les pauses gourmandes dans les arbres. Dans le temps, il n'y avait pas de lierre sur les arbres. Il y avait des bretonnes partout. C'est les Bretonnes qui nettoyaient avant. Bah, tout le monde avait 1 ou 2 bretonnes. Chaque maison, c'était la vache qui permettait de se nourrir un peu, quoi. Donc, on faisait du gros lait, du beurre, on élevait un cochon. La bretonne, on avait à manger tous les jours, quoi. Spontus. Ici, on a les jeunes, on peut y jeter un œil. Fleppen, Fleppen. Bien. Donc ça, on a une bête de 2 ans. On va avoir des jolies cornes. Donc elle s'appelle Fleppen. Ça veut dire bavarde. Bavarde. Je leur donne des noms bretons. C'est joli, je trouve que ça sonne bien en plus. Ben voilà, Gwynis. Gwynis, c'est le blé en breton. Donc c'est un joli prénom aussi pour une bretonne. Ici, on avait l'année des G, alors il y avait Gwenadu déjà qui s'imposait. Allez, Foten. Carole est née dans une exploitation à haut rendement, mais la découverte de la bretonne pinoire l'a incitée à choisir un autre chemin, celui d'une agriculture à petite échelle. La bretonne pinoire, en fait, c'était une race que moi, j'ai pas beaucoup connue parce que moi, je suis née en 76. Donc, en fait, des bretonnes sur le Cap Sizun, il y en avait quasiment plus. Et ça a été un peu un coup de cœur, quoi. J'ai fait un stage chez un éleveur et puis il y avait ce côté patrimonial vivant, enfin patrimoine vivant qui me plaisait. Sois-y, allez, viens, allez. La qualité du lait des bretonnes pinoires doit beaucoup au terroir du Cap Sizun. Donc les vaches qui ont du bon lait crémeux, en fait, avec la vitesse, en fait, ça fait comme un début de chantilly. Donc ça fait une mousse très épaisse, voilà, pour faire du cappuccino. Et là, on voit en fait le goût du lait, quoi. S'il est fort, s'il est doux, quand il y a du trèfle, c'est fort un petit peu. Ça fait comme de l'écume, en fait. Comme de l'écume partant de tempête. C'est exactement ça. À part que c'est pas salé. L'écume, c'est pas bon. La bretonne pinoire est la plus petite vache de France. Un atout supplémentaire pour Carole, qui tient à gérer seule son exploitation. Avec une attention particulière pour les veaux. Quand ça naît, c'est ridiculement petit, ça pèse 15-20 kilos et on les porte facilement. Celle-là, elle a 1 mois et je la porte encore facilement.
Quand la traite est terminée, Carole peut commencer la transformation de ce fameux lait pour fabriquer une spécialité locale incontournable, le beurre de baratte. Une fois le lait écrémé, voici la crème de la crème. Donc là, on va baratter la crème pour en faire un beurre traditionnel de baratte. Je ferme. Bon, c'est tout électrique, mais non, alors... Donc c'est parti. Mais en 3-5 minutes, normalement, c'est fait. Hein. Moi, je joue beaucoup à l'oreille, en fait. Selon le bruit, il faut savoir écouter le beurre, en fait. C'est le beurre qui me dit un petit peu quand arrêter la baratte. Là, ça commence à changer de bruit, là, déjà. J'arrête. Hop. Et voilà, le beurre à l'état de grain. Des perles de beurre qu'il faut rincer à l'eau claire à plusieurs reprises pour assurer une bonne conservation. Et encore un peu d'huile de coude pour une consistance onctueuse. Il faut à Carole 150 litres de lait pour fabriquer 7 kilos de beurre. À cause de son climat trop humide, pendant des siècles, la Bretagne n'a pas eu de tradition fromagère. Le beurre est donc devenu le pilier de la gastronomie locale. Le beurre, c'était vraiment le produit phare breton. C'est aussi sans doute pour ça qu'on a une si bonne réputation, en ce qui concerne les gâteaux bretons, quoi. Les crêpes au beurre, et les gâteaux bretons, et les fards, et les galettes de Pont-Aven, etc. Toutes les galettes bretonnes, en fait, sont réputées pour être au beurre de baratte. Le secret d'un beurre de qualité passe par un accessoire indispensable. Ah oui, la cuillère en bois et puis la forme aussi, c'est idéal. Donc incurvée et puis pas trop petite non plus. Ça, c'est une cuillère idéale. C'est celle de ma grand-mère. Et les meilleures cuillères sont en poirier. Autre héritage de sa grand-mère, la présentation du beurre. Je trouve que c'est dommage quoi, de le servir un peu comme ça, à la coupe, dans un papier blanc, sans le mouler, quoi, parce que c'est tellement de travail derrière. Depuis les vaches, la traite, l'écrémage, le barattage, quoi. Que, voilà, autant y mettre une touche finale, quoi, qui fasse que le produit est joli, quand même. Bonjour. Comme ça, Carole. Et un morceau. Par amour pour ses produits, Carole a fait le choix de les vendre elle-même, chaque semaine, en direct de la ferme. Et ça marche. Le beurre, le poêle et le fromage. Une fois qu'on y a goûté, on est accro. On est sûr d'avoir un produit de terroir, de faire travailler les gens dans le pays dans lequel on vit, enfin, c'est important. Puis il y a une relation de confiance qui s'établit. Vous venez souvent chercher du fromage ou du beurre chez Carole? Toutes les semaines, parce que c'est du beurre qui a goût de beurre, tout simplement. Il faut vraiment encourager. En plus, c'est bon, je veux dire, tout le monde est gagnant. C'est vraiment, tout ce qu'elle fait est délicieux. Et puis, c'est pas non plus les mêmes rapports. Quand on va en grande surface, on n'a strictement aucun rapport avec les gens. Ici, c'est pas pareil. Carole, c'est une copine. Aujourd'hui, avec 1400 femelles, la bretonne pie noire n'est plus en danger. Mais elle reste méconnue. Alors, régulièrement, Carole n'hésite pas à quitter son exploitation afin de faire campagne pour sa vache préférée. Direction Brest, à près de 2 heures de la ferme, pour un rendez-vous exceptionnel. La rade de Brest, l'une des plus vastes au monde. Sur près de 2 km, elle enlace la mer d'Iroise. Dans le centre-ville, Carole se rend dans un restaurant qui ne sert que des produits locaux. Elle va participer à une soirée entièrement consacrée à la bretonne pie noire. Bonjour, ça va et toi? Une adresse bien connue des agriculteurs
qui, comme Carole, sont des défenseurs de races locales. Au menu ce soir, médaillon de veau et en dessert, 1000 feuilles de fraises à la crème de Carole, bien sûr. Je vais la monter en chantilly. Hein, donc, quand on prend une crème normale qu'on achète dans le commerce, et il faut un batteur ou un mixeur pour pouvoir monter la chantilly. Ici, elle est tellement riche en matière grasse qu'au bout de 2-3 coups de fouet, vous avez vu, elle est déjà pratiquement montée en chantilly. Je rajoute un petit peu de sucre, comme une chantilly normale, un petit peu de sucre. Après, je vérifierai sur mon palais, après, ça appartient à chaque personne. Mais il ne faut pas trop sucrer, parce que là, c'est... Vous avez vu, et dès que je mets le sucre, ça fait une boule. Là, je ne peux plus la travailler, hein, c'est impossible, sinon ça fait du beurre. La matière grasse, elle est trop... Les grains de beurre sont limites à apparaître là déjà. Une crème idéale pour accompagner les fameuses fraises de Plougastel. Un délice. Elle est sucrée, elle est délicieuse, elle est goûtée. On a l'impression de manger la fraise du jardin de nos grands-mères quand on allait chercher après l'école dans le jardin pour manger des fraises en cachette presque parce que la grand-mère avait « Ah, il n'y a plus de fraises. Qui c'est qui a mangé des fraises ?» Donc voilà un dessert 100% breton avec des produits naturels. Ce soir, pour la soirée bretonne pinoire, le restaurant affiche complet. Carole retrouve d'autres éleveurs engagés pour la défense des races bretonnes. À cette table, une nouvelle génération d'agriculteurs. Des éleveurs de vaches, de moutons, mais aussi des producteurs de miel, venus rendre hommage à la cuisine de Jean-Michel, ambassadeur de leurs produits. On nous a gâtés, hein. Quelque part, c'est l'aboutissement de toutes nos démarches, quoi. Sauvegarder, promouvoir et mettre en scène nos produits, les savoir-faire sur le territoire breton. On s'appuie sur un patrimoine vivant, une identité culturelle, mais aussi on s'appuie sur des savoir-faire qui n'existaient plus et qu'on est en train d'inventer. Alors, un restaurant comme ça, c'est magique pour nous parce que on va vers l'excellence. On essaye encore d'être meilleur, pas faire plus, mais faire mieux tout le temps. Non, c'est sûr que là, aujourd'hui, je suis un peu fière, quoi. Enfin, un peu fière de faire ce que je fais. Parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on se comprend quand on cause, quoi. Enfin, on arrive à discuter de tas de choses et on est vraiment en phase, quoi. En phase avec ce qu'on fait depuis le début jusqu'à la fin. C'est grâce à ce genre de rencontres que tous ces éleveurs ont pu se fédérer et défendre le goût de la Bretagne face à l'agriculture intensive. Sur le cap Sizun, à quelques kilomètres de la ferme de Carole, au large de cette maison phare du 19e siècle, nous retrouvons Benoît, notre monteur de moulin. Charentais d'origine, il vit dans le Finistère depuis 5 ans. Benoît a pris place sur le bateau de Francis, qui lui fait découvrir les côtes bretonnes, côte et mer. Côte sud est beaucoup plus, à part la pointe... On a beaucoup plus de plages et de sable, quoi, de l'autre ouais, c'est beaucoup plus plat, il y a beaucoup plus de plages. C'est une côte ici qui est agréable parce que justement le paysage change régulièrement. Alors en plus avec le soleil, on le voit, hein, il y a une luminosité particulière qui apparaît. Et ouais, j'aime bien être là, quoi. On sent à la fois la force des éléments, la mer, hein, et puis il y a quand même ce ciel bleu là qui apparaît au fond, toutes ces couleurs. Je connaissais pas du tout avant, moi je suis plus un terrien, donc j'avais pas cette habitude.
Mais voilà, il y a des sensations totalement différentes. Sur l'eau, on les vit autrement, quoi. Pour ces amoureux de la mer, cette côte offre un panorama exceptionnel, mais aussi un parcours riche en rebondissements. Car contourner le Cap Sizun n'est pas sans risque. En chemin, une plage paradisiaque, la baie des Trépassés. Le long des côtes, un espace sauvage et protégé, avec des falaises de 70 mètres de haut battues par les vents. À la pointe du Raz, le fort de la Vieille. Situé sur un emplacement extrêmement périlleux, il a fallu 10 ans pour l'ériger. Il protège les marins de cette pointe. Avec ses courants violents et une myriade de rochers, elle est l'une des plus dangereuses de Bretagne. Ici, le nom Finistère, fin de la terre, prend tout son sens. Peu à peu, les falaises s'adoucissent et les perspectives changent. Là, on est sur la partie sud du Cap Sizun. Donc c'est un paysage un petit peu différent. On a moins de grandes falaises, on a un paysage plus arboré. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce contraste. En passant d'une région du nord au sud, là, avec très peu, on a fait quoi? Un petit quart d'heure de bateau à peine. Et on a des paysages totalement différents où on se croirait un peu dans le sud de la France, là, avec des eaux claires, des eaux très claires, turquoises. Ça, plus le soleil breton. Voilà, on y est. Et c'est dans ce décor plus paisible que s'ouvre la baie d'Audierne. La Pointe-Bretagne a toujours été une terre de moulins. On en comptait jusqu'à 3000 au siècle dernier. C'est donc ici que Benoît a choisi de fonder son association pour les restaurer. Avec son ami Francis, il s'apprête aujourd'hui à rejoindre quelques bénévoles pour un nouveau projet. Bon, on va commencer par le nettoyage. C'est le début. Les garçons, il y a du travail. Au programme, faire découvrir aux membres de l'association le prochain moulin à eau à remettre en état. Et donc voilà le moulin. Du moins ce qu'il en reste. On n'a pas besoin de faire de grandes recherches sur la date de construction et du propriétaire des lieux. Donc c'était Joseph Donnard. Bon, la famille Donnard est une grosse famille de Plouhinec ici. Là. Et la date de construction, 1812. Et ici, on peut remarquer sur le mur également le pigeonnier. Vous voyez qu'on a des trous dans le mur. On comptait la fortune des gens au nombre de pigeons qu'ils pouvaient accueillir dans leur pigeonnier. La famille Donnard avait quelques moyens à l'époque pour faire construire déjà un moulin comme ça et avoir en même temps le pigeonnier sur le moulin. Là, on est dans la partie habitable, habitation, d'accord? Donc on a la cheminée de l'étage qui est impeccable et puis celle du bas. Et si vous regardez bien, il y a deux belles sculptures. Voyez, donc là, il y a la sculpture d'une femme et là, la sculpture d'un homme. Voilà. C'était plutôt une cheminée de récupération d'un domaine plus important. D'accord ? On démontait dans un château ou dans un manoir dans la région et on les a remontés ici. Alors l'homme est plus abîmé que la femme. Bon, ça, c'est comme dans la vie. C'est parti ? L'objectif de ce projet est double. Sauver le patrimoine local, mais aussi créer des emplois. Dans 2 ans, ce moulin à eau fonctionnera et un nouveau meunier sera embauché. C'est ainsi que Carmen, 25 ans, est devenue la première meunière de l'association.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment on va pouvoir aménager l'intérieur. Et puis c'est un cadre qui est sympa. Il y a même pas mal de pièces du moulin qui sont encore sur place, comme les meules là qu'on voit au fond, donc c'est joli aussi. Même si on ne pourra pas les utiliser, qu'on sera obligé d'en mettre d'autres, on pourra peut-être les garder en exposition, peut-être dans le moulin à l'intérieur. Il faudra voir comment on aménage après, quoi. C'est la découverte aujourd'hui. Une bonne pierre, ouais. Une pierre qui intéresse immédiatement Benoît. Après, là, c'est vraiment une grosse pierre que j'ai là. Ah ouais, alors là, il y a une Là, belle t'en as une pierre, balèze. qui doit être une des meules du moulin. Donc avec les stries, on voit les stries qui étaient creusées sur la pierre pour bien gratter le grain. Donc on les voit là. C'est ce qu'on appelle des carreaux de meule, donc c'était taillé bien droit pour remettre une autre pierre à côté, etc. et constituer la meule, avec un cerclage après autour. La meule inspire toujours le respect. Voilà. Il y a encore du travail, mais dans 2 ans, le moulin ressemblera à celui-ci, le moulin de Kerriolet, restauré par l'association. C'est ici que Carmen travaille depuis 3 ans. L'été, la demande de farine est telle que le moulin doit tourner 24 heures sur 24. Ce soir, Benoît est donc venu prendre la relève pour la nuit. Ok, bon, on va changer ça. C'est un outil qu'on ne voit pas tous les jours et puis de savoir le maîtriser à mon âge, c'est quand même intéressant parce qu'on ne croit pas souvent quand je dis que je fais fonctionner le moulin toute seule et c'est gratifiant, quoi. C'est sympa. Et alors là, c'est votre antre en fait ici? Un petit peu, ouais, c'est mon moulin. Quand on me demande, je dis que c'est le mien. Ouais, c'est vrai, c'est un peu approprier les lieux. Ouais, hein. Voilà. Et puis, elle est devenue une bonne meunière, hein, puisque voilà, t'as appris à régler le moulin, à faire tourner le moulin. Alors, le moulin à eau, ici, à Kerriolet. Moi, je suis de la commune, du coup, je venais jouer là quand j'étais petite. Et je connaissais l'ancien meunier aussi, donc ouais, j'y suis attachée aussi, quoi. J'ai été attachée avant qu'il soit restauré et avant de venir y travailler. Bon, donc je vais passer sur le blé noir. Ouais. Okay. Bonne soirée. Bah ouais, bon courage. Merci. À demain. À demain. À l'étage au-dessous, le cœur du moulin. Ce soir, Benoît remplace le blé classique par du blé noir. Ce fameux goût indissociable des galettes bretonnes. Ah, donc le blé noir breton, la truffe de la Bretagne. Il y a un petit grain de blé qui s'est échappé avec le blé noir, il est perdu là. Voilà, un grain de blé et un grain de blé noir. Donc ça n'a absolument rien à voir. On peut pas se tromper. Ce n'est pas du tout une céréale. On l'appelle blé noir, mais c'est un terme totalement faux, hein. On est dans une graine de fleur comme si on mangeait, je sais pas, des graines de tulipes ou des voilà. Le blé noir, aussi appelé sarrasin, n'a pas la même texture que le blé classique. Alors Benoît doit procéder à quelques réglages. Là, on écoute la meule pour voir si le moulin est bien réglé, si on n'est pas trop serré. Voilà, donc c'est tout à l'oreille. Parce que là, le moulin a un peu accéléré, les graines étant plus petites que le blé. Voilà, il a besoin de plus de matière pour se freiner, le moulin. Je vais vérifier le débit, mais surtout que les pierres ne se touchent pas, quoi. Car si les pierres se touchaient, silex contre silex, ce serait l'étincelle fatale, la terreur des meuniers. Il est quelle heure là? Il est 1h du matin. Donc la première pause, oui, il fait du bien. En fin de compte, on fait ce qu'on appelle des quarts, c'est un peu comme sur un bateau, et on a des quarts d'1h30. Voilà, donc on va pouvoir dormir 1h30. On dort pas vraiment, enfin on dit toujours qu'on dort d'une oreille parce qu'on écoute ce bruit, hein, tac, 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 tac. Voilà, et ça c'est vraiment le cœur du moulin, voilà. Et on essaie il bat presque au même rythme que le mien, et ce qui fait que s'il y a une accélération ou quelque chose qui réduit la vitesse, parce qu'il y a une machine qui se bloque, etc., eh bien on se réveille sans réveil.
Petit matin, passage de relais. Carmen reprend les commandes. Salut Carmen. Salut. Ça va? Oui, et toi? Bah, une nuit. Ça a été? Ça a été la nuit. Puis bah, on se retrouve cet après-midi à Trévousien. Ok, d'accord, ça marche. Allez, merci. Bon courage. Merci. Avec ses moulins, Benoît préserve non seulement des savoir-faire ancestraux, mais il contribue aussi à ressusciter une plante emblématique de la Bretagne. Le Cap de la Chèvre est une terre de culture où les céréales sont en bonne place. Dans les années 90, le blé noir avait déserté ses champs. À l'heure de la culture intensive, ces fleurs de sarrasin avaient été délaissées au profit du maïs ou du froment. Pour faire les crêpes, on l'importait donc de Chine. Aujourd'hui, avec les moulins, le blé noir retrouve sa place dans les paysages bretons. Et c'est toute une culture locale qui est plébiscitée. Au nord de Douarnenez, un chef étoilé, Olivier Belin, a aussi permis de remettre le sarrasin au goût du jour. Alors ce qui est important, c'est que là, on va travailler un peu le blé noir. Depuis 10 ans, c'est sa source d'inspiration principale. C'est de l'or breton parce qu'avec ça, on fait plein de choses. Donc, on va mettre 2 bonnes poignées et on va le mettre à torréfier. Benoît sait reconnaître un blé noir de qualité au premier coup d'œil. La différence entre un blé noir asiatique et un blé noir français, on est sur une graine pyramidale ici, et quand on prend un blé noir chinois, on a des graines beaucoup plus allongées, quoi. Donc c'est bien du blé noir français que tu as. C'est vrai que cette graine, elle me rappelle beaucoup de choses. Je sortais des classes primaires, en fait je sautais dans la voiture de ma maman, la voiture roulait, elle n'était même pas fermée, et on allait manger des crêpes à 4 heures. Et c'est là où, en fait, le goût du blé noir, je l'ai mémorisé. Tu vois, ce goût de quand ça sort du bilig, avec la crêpe, le goût de beurre, noisette, le côté crase qui coulait là, ça c'est des souvenirs d'enfance. Donc ça c'était ma première émotion et ça je l'ai gardé, je l'ai mémorisé. Hop. Moi ça me convient, c'est parfait. Hein, et voilà. Et là on a une belle coloration, il y a des parfums qui sont libérés, tiens, on va sortir. Ah oui. Et moi ce que j'aime c'est que là on a une connotation qui peut dériver sur autre chose, goût d'amande, de noisette. Café, on peut même avoir ça, donc ça c'est important. Les Bretons. Madeleine, crème brûlée, purée de pommes de terre. Avec le blé noir, Olivier réinvente tous les classiques. Aujourd'hui, la glace au caramel beurre salé et au sarrasin, sa spécialité. Et pendant que la glace prend, Olivier prépare une autre de ses recettes fétiches, les gaufres au blé noir. Voilà, magnifique. La glace est prête. Pour Benoît, c'est l'heure du verdict. Oh, c'est divin. Côté gourmand, tout le monde connaît une gaufre. On a tous mangé des gaufres autour du manège. Et là, au blé noir, bah voilà, tu vois, on transforme encore une fois, on adapte. On peut très bien manger, mettre de la glace dessus simplement, croustillante, moelleuse. Hein, comment elle est aérée, là, c'est magnifique. On a toujours ce goût-là. Je pensais pas que le sarrasin aurait autant de goût. C'est excellent. T'en veux une deuxième? Oui. Grâce à la ténacité de Benoît et au talent d'Olivier, le blé noir français est désormais promis à un bel avenir. À la frontière du Léon et de la Cornouaille, un décor emblématique de la pointe bretonne depuis des millénaires. Culminant à presque 400 mètres, les crêtes des monts d'Arrée sont les plus hauts sommets de Bretagne.
Au cœur du parc régional d'Armorique, on compte plus de 10 000 hectares de landes. Des terres sauvages où poussent la bruyère et les ajoncs. Emmanuel Holder est naturaliste. Il règne en maître sur cette réserve naturelle unique en France. La lande, c'est vraiment un milieu qui accroche la lumière, quoi, un peu comme un tableau de maître. C'est-à-dire qu'en fonction du moment où vous la regardez, en fonction du climat, en fonction de plein de choses, eh bien, vous allez pouvoir la trouver différente de la veille. Et au printemps, elle va être verte. En été, elle va être plutôt rose de bruyère. En hiver, elle va être blonde. Et, donc oui, on s'y attache, oui, forcément. Il y a quelques siècles, la lande recouvrait toute la côte atlantique, du Portugal jusqu'à la Norvège. Au lendemain de la Révolution, on estime qu'à peu près la moitié des terres bretonnes étaient couvertes de landes et de tourbières. Et maintenant, il en reste pratiquement plus, avec encore un beau noyau sur le parc naturel régional d'Armorique, mais qui a tendance malheureusement à disparaître. Préservée, cette lande offre un espace de vie idéal pour de nombreuses espèces animales et végétales. En particulier, un véritable microcosme qu'Emmanuel étudie de près. Comme ce matin, où il se livre à une drôle de chasse aux papillons. Il recense les nids de chenilles pour s'assurer de la pérennité d'une espèce bien précise. Donc là, il y a un nid de damier de la succise, hein, on le voit bien. En fait, c'est pas le papillon, c'est les chenilles. On les voit là dans ce cocon collectif. Et donc, elles sont en train de grignoter tout doucement la feuille de succise. Alors, la succise, c'est cette fleur bleue hein, qui est assez jolie. Donc là, on a une argiope frelon, une belle araignée. Là, c'est donc une femelle. Femelle qui est prête à pondre. Elle va pondre ses œufs dans une espèce de petite montgolfière qui va lui permettre de garder ses œufs protégés des frimas de l'hiver. Donc l'argiope frelon, on la trouve assez facilement dans les landes, dans les prairies pauvres comme ici. Un autre habitué des lieux, ce petit reptile typiquement breton. Donc c'est un lézard vivipare. Il se reconnaît bien donc, par sa livrée, son ventre orange aussi. Comme tous les reptiles en France, il est aujourd'hui protégé. Pendant des siècles, cette lande était cruciale pour les paysans de la région. On la fauchait pour faire de la litière pour le bétail et l'ajonc servait à nourrir les chevaux l'hiver. Aujourd'hui, Emmanuel, accompagné de Bernard, le garde de la réserve, retrouve cette tradition de la fauche à l'ancienne, mais avec un objectif bien différent. On va voir là. C'est ici, je pense, hein, qu'il faut qu'on attaque. Il s'agit de faire place nette pour donner la possibilité à une fleur délicate de s'exprimer. Et pour la peine, Bernard ne ménage pas ses efforts. Ici, c'est pas une fauche d'herbe, donc c'est un petit peu plus sportif. On le sent. Et bon, c'est vraiment un geste sympa. Ouais. Un geste qui lui rappelle son adolescence, passée au cœur des Monts d'Arrée. J'ai accompagné mon grand-père quand j'étais enfant. C'était les gestes qu'il faisait. Il n'aurait pas été dépaysé. Il m'aurait peut-être critiqué sur ma façon de faire. Je ne suis pas aussi compétent que lui, ne l'était peut-être, dans le maniement de la faux. Mais je pense que ça lui aurait plu. On se donne tous mal pour une fleur, mais qui a vraiment un bleu super joli. D'ailleurs, il y en a là-bas des anciennes pneumonanthes sur un endroit justement bien ouvert, hein, bien sans trop de végétation. On en voit une là, donc elle n'est pas encore ouverte parce qu'il lui faut un peu de soleil pour bien s'ouvrir, pour bien s'épanouir. Et cette fleur, elle a un super bleu, déjà rien que ça vaut le coup de s'embêter. Mais aussi, elle rentre dans le cycle biologique d'un papillon protégé qu'on n'a pas ici, mais qu'on espère un jour attirer.
Depuis 20 ans, pour le bonheur des visiteurs de la réserve, une nouvelle espèce a trouvé sa place dans les monts d'Arrée. Une vingtaine de poneys vit paisiblement sur ces terres, tout en jouant un rôle actif dans la sauvegarde de la biodiversité. Allez, venez! Allez, viens! Viens, face ici. Voilà, c'est bien. En piétinant ces terres, les poneys permettent de préserver une plante rare. Voilà. Alors, on croit que c'est complètement défoncé, mais en fait, c'est décapé. Et justement, sur ces endroits bien décapés, on va avoir des plantes, comme par exemple cette plante carnivore, la Drosera. Et donc, cette plante carnivore, elle va avoir des feuilles avec une espèce de colle puante. L'insecte va se poser dessus, se retrouver scotché, et elle va se refermer inexorablement sur l'insecte, envoyer un suc digestif qui va liquéfier donc cette bonne viande en acide aminé, puis encore azoté, qui manque justement dans le sol très pauvre d'une lande tourbeuse. Ces poneys viennent d'Angleterre. On les appelle les poneys Dartmoor. Très rustiques et totalement autonomes, ils se sont parfaitement adaptés à la lande bretonne. Les adultes ont su apprendre aux plus jeunes à faire le tri entre les différents types de végétation. Un peu plus loin, les vaches nantaises participent aussi à leur manière à la sauvegarde de la lande des monts d'Arrée. Sur ma gauche, donc, cette parcelle est maintenue ouverte, on va dire, grâce aux vaches qui passent une grande partie de l'été. Et par contre, sur ma droite, donc, on a la même parcelle qui n'est pas entretenue par les vaches du tout. Et on voit que ça se transforme en fourré. Donc on voit l'efficacité du troupeau sur cette parcelle qu'on appelle la moulinée. Tawar, allez, viens, viens. Alors là, à droite, on a la doyenne, Tawar, qui est la mère ou la grand-mère de tous les autres. Arrivé de Lorraine il y a 10 ans, Emmanuel ne s'est jamais lassé de la magie des paysages des monts d'Arrée. La première fois que je suis venu ici, quand j'ai pris mes fonctions, j'avais l'impression d'être, je sais pas moi, au milieu d'une savane africaine ou d'une steppe asiatique. C'est une réserve d'espèces, mais c'est aussi, je trouve, une réserve d'émotions. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici s'inspirer. Il y a un poète, il y a des musiciens, il y a des photographes de nature qui viennent ici pour capturer un petit peu de cette émotion, de cette sensibilité. Préservées, les réserves des monts d'Arrée sont devenues un véritable sanctuaire de la biodiversité bretonne. Retour dans la capitale de Cornouailles, Quimper. En son cœur, un symbole, la cathédrale Saint-Corentin, édifiée au XVe siècle, l'une des plus anciennes cathédrales gothiques de Bretagne. Quimper, c'est aussi le nom d'un des groupes les plus célèbres de Bretagne, le Bagat de Quimper. Pour accompagner son prochain défilé, Pascal Jaouen, notre brodeur, a choisi ce groupe de musique traditionnelle. Toujours en quête de nouvelles influences, le Bagat s'est associé à un groupe de rock celtique, Red Cardell.
Passage lent, je fais la mesure. Une rencontre de deux univers qui fait écho au désir de Pascal d'allier tradition et modernité. Ça vous parle? Oui, ça me parle et c'est pas simplement me parler, ça me donne de l'émotion, ça me dit que les Bretons sont forts. Et on a la chance d'avoir des festivals en Bretagne, justement, qui nous permettent d'exporter cette musique, que ça soit le Festival de l'Orient, le Festival de Cornouailles, les Vieilles Charrues. C'est la musique, c'est le chant, c'est notre soleil, en fait. En collaborant avec Red Cardel, le Bagad continue à faire évoluer une culture bretonne plus vivante que jamais. On entend quand même que le Bagad et Rock, ils sont d'abord ouverts à tout. Voilà, ils sont ouverts quand même à cette expérience. C'est eux qui sont venus nous chercher pour faire du rock. Ils voulaient faire du rock. Donc voilà, pour eux, je pense que c'est naturel qu'ils viennent à ça. On essaie juste d'aller encore plus loin dans cette recherche, de tenir entre une musique traditionnelle et puis l'évolution du monde et d'essayer de tenir quelque chose qui soit un langage contemporain, un langage d'aujourd'hui. Voilà. Sans se connaître, on partage tous ici quelque chose qui sort de la terre, qui sort de la voix de nos parents, qui sort de sons qu'on a pu entendre tout petit, parce que cette musique, elle est restée vivante. Une musique qui partage avec le rock son incroyable puissance sonore. Ça, c'est des bouchons d'oreille. Ce qu'on met quand c'est beaucoup trop puissant. Si vous prenez la puissance d'un bagad, c'est la puissance d'un réacteur d'avion. La puissance d'un réacteur d'avion. Voilà. Donc vous imaginez un peu, plus le groupe en plus devant, bah, je sais pas, on n'est pas loin, je pense, des 110 décibels. Pas loin. Cela fait 15 ans que Yannick joue dans le Bagad et pour lui, c'était un rêve d'enfant. Je suis toujours aussi impressionné, je veux dire, du premier jour où je suis arrivé, où j'ai mis les pieds dans le local du Bagad Quimper jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui même où je vous parle là. Pourquoi? Parce que le Bagad Quimper, pour moi, c'est comme si on mettait un petit devant... On va mettre un petit devant un terrain de foot, il va voir Zinedine Zidane jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rêver. Moi, c'était pareil. On est éblouis, quoi. En invitant le Bagad Quimper et Red Cardel à participer à son défilé de mode, c'est toute l'ardeur de l'âme bretonne que Pascal souhaite mettre en scène. Nous sommes fin juillet. La ville de Quimper s'apprête à célébrer un des événements les plus importants de l'année, le Festival de Cornouailles. Aux quatre coins de la région, danseurs et musiciens se préparent pour un immense défilé. Les coiffes bigoudènes du cercle de Pont-l'Abbé ont été amidonnées et repassées, et les plus jeunes se préparent sous le regard attentif des plus expérimentés. Vas-y, refais parce que t'as des bosses là, et là, sur le côté, t'as des mèches qui partent. Pour une pose de coiffe réussie, il y a deux règles incontournables. Alors, un lissé sans bosse, très propre, et puis une coiffe droite. Et pour les débutantes, il faut compter 2 bonnes heures. C'est bon là? Ça tient? Pour les petites, au départ, je pense qu'elles sont un peu découragées parce que c'est pas facile. On leur demande de refaire plein de fois. Elles se disent qu'elles verront jamais le bout. Et en fait, au bout d'un an, je pense qu'elles sont... Quand elles voient qu'elles ont une coiffe sur la tête et qu'elles l'ont mise toute seule, je pense que c'est une belle récompense pour elles. Pour beaucoup de ces adolescentes, cette passion remonte à leur plus jeune âge. J'ai commencé à 8 ans et demi. Qu'est-ce qui fait qu'à 8 ans et demi, t'as voulu commencer? Moi, c'est un peu de famille, en fait, ce que ma mère et mes cousines faisaient déjà. Donc... j'avais vu mes copines faire de la danse. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué. Chacune de ces jeunes filles se doit d'avoir sa propre coiffe. Elles viennent des placards des grands-mères, des brocantes, ou encore sont réalisées par des mamans particulièrement douées en broderie. Tout au long du XXe siècle,
ces coiffes ont été un accessoire incontournable de la mode bigoudaine. Nous sommes en 1960, en pays bigoudin. À l'époque, beaucoup de femmes portent encore la coiffe au quotidien, y compris au travail. Une coiffe qui, depuis la guerre de 14, n'a cessé de grimper pour culminer à 40 cm. Emblème de la fierté et de la coquetterie bigoudaine, elles ont pratiquement disparu au début des années 2000. Tu rentres ton ventre, tu rentres ton ventre. Pascal Jaouen est un grand collectionneur de costumes bretons et pour le défilé du Festival de Cornouailles, il a choisi ses plus belles tenues bigoudaines pour habiller sa famille. Voilà. Ah oui, ici, oui. Ce sont de vrais carcans, ces costumes. Et ce n'est tenu que par des épingles. Le bouton est né plus tard, mais dans cette époque, il n'y a pas de bouton. Celui-là est assez lourd quand même, celui de Maëva il est plus léger, donc il est plus facile à porter toute la journée. Celui-là, arriver, quand on n'a pas l'habitude d'arriver, je pense midi, ça commence à peser un peu, mais ça va. Comme moi j'ai le choix dans mes costumes, je ne sais pas ce matin ce que je vais mettre. C'est ça d'être riche en costume. Waouh! Allez, regarde papa d'abord, après c'est toi, regarde. Attends, non, comme ça. Attends. Comme un bigoudin, très fier devant toi. Voilà. Hop, ça c'est le costume enfant. Fille ou garçon, en fait, ils portaient le même costume parce que c'était des anges. Voilà. On est parti? Une fois par an, cette sortie en costume est une tradition familiale pour les Jaouen. Voilà, on se prépare à montrer au public de ce qui est le plus beau de la Bretagne, le costume traditionnel, les modes vestimentaires et la belle humeur et l'amour qu'on porte à notre région. Depuis 80 ans, ce festival célèbre le légendaire roi Gralon, fondateur de la Cornouaille. Dernière minute, parce qu'après on peut plus. Pour Yannick et le Bagat de Quimper, c'est un des rendez-vous incontournables de l'été. Bon, on est chez nous, on est dans notre ville. Il faut bien montrer aux gens la culture qu'on a aussi. Bon, on a envie de montrer, de s'exprimer devant tout le monde. Ça fait des frissons. Et c'est pas terminé, hein, ça va continuer encore pendant... Je sais pas, je peux pas vous dire le nombre d'années. Comme chaque année, ce sont plus de 3000 danseurs et musiciens qui vont traverser la ville pour rendre hommage à la culture celte, terreau de leur identité bretonne.